on joue un rôle particulier, les profs. Qui met les notes, qui pose les sujets? Ben, c'est nous. Alors, le transparent qui va suivre, c'est comment fait-on pratiquement pour obtenir sa constante macabre? Parce que jusque-là, il y en a certains qui doivent se dire, moi, c'est pas possible. Ce sont les autres collègues qui sont victimes, et pas moi. 10 trucs pour obtenir sa constante macabre. C'est pas ce qui manque. 10. Et je dis tout de suite, là aussi, pour enlever tout suspense, je suis victime pleinement des 9 premiers. Dans ma carrière, j'ai tout le temps utilisé. D'ailleurs, ça m'a permis à m'auto-analyser. Alors, bien sûr, maintenant, depuis que je mets en pratique le système d'évaluation par contrat de confiance, j'ai réussi à ne plus en être victime. Mais sinon, pleinement, les 9 premiers, pendant des décennies, j'étais victime. Difficulté des questions posées. Il y en a qui doivent se dire, mais quel est le lien? Mais il existe le lien. C'est quand vous commencez à aborder un sujet avec le mot difficile en tête, il ne s'agit pas de savoir est-ce qu'il sait faire, est-ce qu'il ne sait pas faire, on dose, on truc, etc. Alors je vais quand même définir le mot difficile. Dans mon dernier livre, il y a tout un chapitre qui s'appelle « mots mal définis », des mots qu'on n'a pas toujours, personne ne sait ce que ça veut dire. Comprendre, donner du sens, difficile, etc. Ça fait partie des mots qui sont tout le temps employés, et même dans des réunions de soi-disant experts, on se rend compte que chacun a sa définition. Entre parenthèses, il y a un côté positif, c'est que ça peut même donner une impression de débat animé, riche. On ne sait pas de quoi on parle, on peut parler longtemps, vous voyez ce que ça veut dire là, hein. Difficile, par exemple, questionnaire à l'appui, ça part dans tous les sens, les définitions. Moi, je vais vous donner ma définition, très peu la donne. Difficile dans le domaine de l'évaluation, voilà ma définition. Quelque chose est difficile si dans des conditions normales, une majorité d'élèves ou d'apprenants, aujourd'hui vous êtes apprenant, moi quand j'écoute une conférence, je suis apprenant. Si une majorité d'élèves ne comprennent pas, c'est difficile. Vous devez vous dire, mais c'est pas possible. J'enfonce une porte ouverte. Très peu, sur 200, je ne sais pas comment j'en ai questionné, il y en a 2 qui ont donné une définition de ce type, dont moi. Au contraire, qu'est-ce que j'ai dans mon entourage? Des profs qui posent un devoir, à la fac, n'en parlons pas, ils rendent un examen, 6 sur 20 de moyenne, et qui disent c'était pourtant très facile. Donc c'est pas ma définition. Ça veut dire, s'ils disent c'était pourtant très facile, ça veut dire que eux, comme profs, ont été mauvais. Mais ça, ils ne le disent pas, ça, ils ne le reconnaissent pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les conditions n'étaient pas normales. Bon. Alors maintenant, autre point, quand une notion est-elle difficile? Je le traduis en termes de distance. Distance didactique, c'est mieux pour faire une publication dans une revue spécialisée, c'est plus joli, ça n'apporte rien. Distance entre la question à résoudre et ce que l'élève a vu avant. Plus précisément, si ça ressemble, et si on a travaillé, on peut le refaire, en temps limité, puis sinon on sèche. Et j'affirme, parce que là aussi ça va surprendre certains, qu'en temps limité, personne ne peut résoudre un problème nouveau. Certains doivent se dire c'est pas possible, ils doivent se dire cet Antibi, il a interrogé que des pipes. J'ai évalué à peu près à 14 000 le nombre d'élèves que j'ai interrogés, et pas n'importe où, en classe prépa. Donc déjà, ces élèves sélectionnés. Encore maintenant, j'interroge pour les concours d'entrée dans les grandes écoles. Chaque fois que je me suis amusé en temps limité à poser une question que je savais originale, vous savez, des fois le prof veut se faire plaisir, là, qui ne ressemble pas aux annales, etc., personne n'a trouvé. Alors on tend des perches, il y a des différences dans la manière de saisir la perche. Et pour étayer ce que je vous dis, j'ai fait une mini-enquête auprès de polytechniciens, d'élèves de Normal Sup, etc. Il y en a même un qui avait rigolé. Il m'avait fait comprendre que je lui posais une question bête. J'ai dit évidemment non, en temps limité. En temps illimité, bien sûr, oui. En temps illimité, d'ailleurs, je ne sais pas si vous ne savez pas, je vous le dis, les meilleurs conseils que donnent les professeurs à leurs élèves qui vont rentrer à Polytechnique, on pourrait se dire quand même, là, Polytechnique et puis Normal Sup, on va dire, il faut... Conseil du genre, quand tu regarderas ton sujet, s'il y a une question nouvelle, originale, cherche-la longtemps, tu verras, ça va te profiter, etc. Pas du tout. Les meilleurs conseils, c'est surtout, ne cherche pas. Fais que les questions qui ressemblent à ce que tu sais faire, etc. J'ai un collègue qui a corrigé Polytechnique l'écrit pendant 10 ans, en maths, et qui me dit, c'est incroyable le nombre de fois où je mets des notes convenables, des élèves qui n'ont pas traité une seule question difficile, qui sortaient des sentiers battus. La question cadeau. Qu'est-ce que c'est le paradoxe de la question cadeau?
Ça, c'est terrible. Ça va vous faire penser à ce que je racontais tout à l'heure pour les instituteurs et institutrices que j'avais questionné. Est-ce que vous êtes arrivé une fois de poser une évaluation pour laquelle tout le monde avait la mention acquis? Réponse, je vous la rappelle. Non, jamais, parce que quand on pose une question, c'est pour faire réfléchir. Vous allez comprendre la réponse. Paradoxe de la question cadeau, c'est quoi? En France, si un enseignant, lors d'une évaluation, est convaincu que tous les élèves, sans exception, répondront à une question, tous, il ne la pose pas. C'est-à-dire que pour que la question serve à quelque chose, ça c'est inconscient, ça. Hein. Il faut qu'il y en ait au moins un qui ne sache pas la faire, quoi. Sinon on perd son temps. Ça, je ne dis pas au hasard. Tout ce que je vous dis là, c'est enquête à l'appui. L'idée de question cadeau, ça m'est venu d'où? C'était un stage que j'animais avec des profs. Alors, le début d'un stage, ils étaient 20, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Le début, c'est le bureau des pleurs. Ils sont nuls, les programmes sont trop chargés, enfin, vous connaissez par cœur tout ce discours. Puis des fois, c'est plus désagréable. Ils sont tellement nuls que je fais du gardiennage. Le suivant, dans l'ordre, je m'en souviens très bien, c'était « Ah, je suis assistante sociale, on ne peut même pas faire de maths, c'est nul. » Et le suivant, c'était « Ils sont tellement nuls, on ne sait plus quoi leur poser pour leur mettre des points. » Quand on me dit ça, je me laisse aller à ma générosité naturelle. Ils sont là, en plus, c'était un stage contre l'échec scolaire. Je dis, je vais vous aider. Si vous ne savez pas, on va faire un sujet ensemble. On est venu pour ça. Allons-y. Je les laisse préparer un énoncé, un triangle, centre de gravité, on prend le symétrique, et puis un autre centre circonscrit, on trace avec un diamètre. J'étais au programme, je n'avais rien à dire. 5 lignes, bien étoffé. Mais j'ai dit, maintenant à moi, je vais poser les questions. Moi, première question, faire une figure. Les 20. Évidemment, si vous leur posez ça, ils vont avoir des points. Voilà. C'est la question cadeau. C'est d'ailleurs là que je remercie ceux qui m'ont fait ce stage, parce que c'est là que m'est venue cette idée. C'est pas si facile de faire une figure. Il faut savoir ce qu'est un triangle, le centre de gravité, le symétrique. Quand on prend le compas, il ne faut pas se piquer, il faut le prendre du bon côté quand on trace le cercle. Ça demande de la manipulation. Enfin, c'est la question cadeau dans toute son horreur, ça, en France. Des sujets trop bien équilibrés. Qu'est-ce que c'est un sujet bien équilibré? On commence par des questions faciles. Facile, mais pas cadeau, hein, sinon on ne pose pas. Facile. Après, ça se complique un peu. Et après, dans sa tête, on fait un petit barème. On se dit, bon, celui qui arrivera là, ça va faire 13 points à peu près. Ah, quand même, ils ne pourront pas me faire de critiques. J'ai passé, ils peuvent avoir 13 points. C'est du bidon, ça, parce que 13 points à condition d'avoir tout fait, quand même, hein, pour arriver tout juste. Bon. Maintenant, on va équilibrer son sujet, on va se faire plaisir. Il faut donner du gré à moudre à tous les élèves. Et à la fin, on se dit, maintenant, on va poser quand même des questions plus jolies. Puis je ne vous cache pas que quand je pose un sujet comme ça, je suis fier. Je le montre aux collègues. Je suis heureux. Poser un beau sujet. Et on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, on a construit sa courbe de Gauss tranquillement. Ça n'a strictement rien à voir avec est-ce qu'il sait faire ça, est-ce qu'il ne sait pas faire ça, etc. On équilibre son sujet. Le barème. D'abord, je vais vous faire une confidence. J'ai horreur de corriger les copies. Bon. Alors répondez-moi franchement, c'est pas une tare. Hein. Ceux qui aiment corriger les copies, levez le doigt. Non mais répondez-moi. C'est pas bon. Il y en a pas beaucoup ici. Parce que j'ai fait une enquête là aussi. Ça y est dans mon dernier livre. Corvée de copies, ça s'appelle ce paradoxe. Le livre s'appelle 50 paradoxes. Sur 20 000 profs environ, j'en suis à 26 qui ont levé le doigt, qui aiment corriger les copies. Et en plus, en discutant avec eux, je me rendais compte que c'était des cas particuliers. Ou bien ils avaient que 8 élèves dans leur classe, ou bien c'était des maniaques, ils passaient leur vie, la nuit, le week-end, à corriger, à lire, etc. Bon. Mais les profs n'en vont pas. Alors, si je dis ça, c'est pas pour le plaisir seulement de me défouler. C'est parce que ça, c'est quelque chose... Ça veut dire quoi? C'est d'abord pour se décomplexer, parce qu'on ne le dit pas au grand jour, ça. C'est normal qu'on n'aime pas corriger les copies. C'est pas une tare. Et moi, alors, il n'y a que 3 ans que j'ai trouvé une explication, quand même. Parce que jusque-là, j'avais constaté que je détestais, mais plus que vous ne croyez. Si on faisait un hit parade, là, je vous battrais beaucoup, là. Je détestais corriger les copies, que j'adorais dépouiller mes enquêtes. Là, je ne sens pas le temps passer, la nuit, le week-end, etc. Comment ça se fait? J'ai trouvé une explication. C'est que les copies, on en a beaucoup trop. On en a tellement qu'on n'a pas le temps de faire un travail de pédagogue. C'est là que ça devient intéressant. Un travail de pédagogue, c'est quand vous lisez tranquillement. Moi, c'est le contraire. Je mets la montre pour savoir comment j'en corrige à l'heure. Enfin, vous connaissez le système. C'est bon. Alors, tranquillement, on relit,
on se pose des questions pédagogiques. Comment ça se fait qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il a progressé depuis la dernière fois? Là, on est dans notre boulot de pédagogue. Quand on corrige des copies, on est des noteurs. On met du rouge, on les corrige bien. C'est pas justement, mais on n'a pas le temps de se faire plaisir. Voilà. Alors, si je dis ça aussi, c'est parce que je propose des solutions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on voit ce problème en face, il faut trouver des solutions et ne pas éviter de poser des devoirs de peur d'avoir trop de copies à corriger. On peut poser des QCM, on peut poser des trucs. Il y a d'autres manières d'évaluer. Ce n'est pas une honte de ne pas aimer corriger les copies. Voilà, c'est ça que je dis. Alors maintenant que je me suis livré, vous allez vous mettre à ma place, sans copie à corriger, en retard, comme d'habitude. Une après-midi, on s'assoit, on y va. Avant de commencer, il me tarde d'avoir fini. Voilà. On s'assoit, on fait le corrigé, le barème, et on se lance. Première copie, 20. Deuxième copie, 19,5. Troisième copie, 20. Quatrième copie, 19. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Je devrais être content. Je devrais dire, j'ai été bien inspiré de choisir ce métier. Quel joli métier. On a un retour, ils ont compris. Comme dit mon ami Barra de Poitiers, tant qu'à avoir une opinion de soi, autant qu'elle soit bonne, pour dire je suis bon, ils ont compris, etc. Pas une fois, je me suis dit ça, et pas que moi, hein. Pas une fois. Je vais vous dire les idées qui me passent par la tête. Oh là là, ça fait 2h30 que j'y suis. Le corriger, le barème. Si ça continue comme ça jusqu'au bout, ce contrôle ne va servir à rien. Vous savez. Avec une parenthèse quand même, si ça se produit, les élèves savent que le contrôle d'après, on régularise. Hein. Discutez avec les élèves, ils vont vous le dire tout de suite. Et dans cette atmosphère, je continue. Je vais continuer, en espérant que ça s'arrange. Qu'est-ce que ça veut dire, ça s'arrange? On attend désespérément un petit 1, un petit 2 qui nous fasse rabaisser le truc. Et dans cette atmosphère pleine d'espoir, mais remplie de stress, on arrive à la 8e copie. Martinez qui a 15, d'habitude il a 3. Ça c'est le coup de grâce. Martinez a 15, d'habitude il a 3. On pourrait être fou de joie, se dire même Martinez a compris, c'est parfait. On regrette d'ailleurs de ne pas avoir commencé par la copie de Martinez, ça nous aurait fait gagner du temps. Martinez a 15, d'habitude il a 3. Ça c'est la preuve que ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Je suis content que ça me soit arrivé à la 8e copie, pas à la 90e. Qu'est-ce que je fais? On revoit le barème. Alors, si c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, première question. Première question. J'avais mis 3 points. Ça vaut pas 3 points, ça vaut un demi. Martinez l'a traité, donc ça vaut un demi-point. Bon. Alors, je vais passer quand même sur certains trucs, parce qu'il y en a d'autres qui font rigoler, mais je suis obligé de sélectionner pour garder du temps pour la suite des opérations. Des sujets trop longs. Je vais commencer par des questions stupides. Est-ce que, en temps limité, la longueur d'un sujet est un paramètre important? Je vous ai prévenu qu'elles étaient idiotes, mes questions. Oui, temps limité, si c'est long, même si on sait tout faire, si on n'a pas le temps d'écrire, bon. Deuxième question, tout aussi bête. Dans la mesure où c'est un paramètre important, dans un pays comme la France, avec des grands... faut appeler ça des planeurs, mais gentiment, je le dis, parce que j'en ai fait partie de ces commissions qui font les programmes, etc. Comme c'est un paramètre important, est-ce qu'il serait normal qu'on aide les enseignants en leur montrant des exemples de bonne longueur de sujet? Dire, voilà, en telle classe, dans telle matière, voilà ce qui constituerait un sujet de bonne longueur. Ce serait normal? Oui. Troisième question, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un mot dans les programmes français sur la longueur d'un sujet? Rien. Rien. On préfère, dans ces commissions de programme, embêter les profs. Je dis ce que je pense, là, avec des changements souvent qui servent à rien. Il y en a qui sont utiles parce qu'il faut vivre avec son temps. Dans d'autres matières, c'est simplement pour faire plaisir à son petit-fils. Il dira, oui, c'est papy qui avait mis ça au programme. Enfin, ça ne sert à rien, certains changements. Je le dis quand même. Hein. Il n'y a pas un mot là-dessus. Alors, ça conduit à quoi? Non, une parenthèse, si vous ne le savez pas, je vous le dis. Le bébé français, à la naissance, c'est inné chez les Français. On sait ce qu'est une bonne longueur de sujet, de toutes les disciplines, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour obtenir sa constante macabre? On compense par la longueur. C'est-à-dire que quand on sent qu'un sujet risque de ne pas être assez difficile, on l'allonge. Alors, en ce qui me concerne, là aussi, je me livre. C'est même pas inconscient chez moi, c'est conscient.
C'est conscient. C'est-à-dire que la longueur d'un sujet, c'est le facteur le plus sournois, plus horrible pour obtenir sa constante macabre. Alors j'en passe certains, je vais en dire un ou deux autres. La question réservée à l'élève musclore. Alors qu'est-ce que c'est ça? C'était au début de ma carrière à l'université. J'avais été recruté par un brillant professeur Michel Pommiès, à qui je rends hommage, il n'est plus de ce monde, à 23 ans. J'étais assistant, on enseignait à Bac+4. On était assis pour préparer un sujet d'examen. Et souvent, après un premier jet de sujet, il me disait, il parlait un peu comme ça, ne craignez-vous pas, monsieur Antibi, que si on laisse le sujet tel quel, Musclore, alors vous avez compris, Musclore, c'est le meilleur élève de la promotion. Vous savez qui c'était? Musclore risque de sortir avant la fin de l'épreuve. Moi, ça m'obsédait moins que lui. Mais même moi, je vous avoue, qu'à l'idée de voir Musclore descendre du haut de l'amphi, une demi-heure avant la fin du temps réglementaire, descendre paisiblement en prenant son temps, la copie à la main, et en balançant la copie sur le bureau comme ça, mais ça me gênait vraiment. Je sais pas, je me disais, c'est pas croyable, on n'est même pas capable de maintenir Musclore assis jusqu'à la fin de l'épreuve, il va croire qu'il est meilleur que nous, enfin je sais pas, toutes les idées qui me passaient par ma tête. Qu'est-ce qu'on a toujours fait? On a toujours ajouté une question spéciale, Musclore. Et Musclore n'est jamais sorti avant la fin de l'épreuve. Voilà. Alors maintenant, comme on dit au théâtre, fin de la première partie.